Bonjour, bonsoir, tout est question du temps qu'il peut faire chez vous. Lorsque vous nous recevez, vous nous regardez sur Espace TV, nous écoutez sur Radio Espace. Merci de nous préférer et bienvenue dans cette émission. Nous sommes dimanche 6 mars 2022, premier dimanche de la période de carême. Excellent moment de spiritualité d'alors à tous les catholiques de Guinée. Enfin, la société malaisienne Iris est autorisée à reprendre la production des passeports en Guinée. Face au ministre de la Sécurité, Iris remporte la bataille, on peut le dire, pour la production des passeports biométriques en Guinée. En arbitre, peut-on le dire également, le président Mamadi Doumbouya a tranché en faveur de l'entreprise malaisienne avec son sous-traitant guinéen Louba, dont le contrat court jusqu'en 2028. Aurait-on, c'est vrai, les demandeurs de passeports pour rien? On se pose la question. Le ministre Bachir Diallo s'est-il mal pris avec la procédure ou avait-il eu en vue de s'offrir un autre opérateur à lui, comme cela est souvent le cas avec nos cadres guinéens? Ce sont entre autres questions que nous nous posons sur ce sujet cet après-midi. Le bilan à date fait état de 11 morts, 10 blessés graves, dont 2 évacués sur Conakry. C'est ça, le bilan communiqué par une source préfectorale. L'éboulement a eu lieu mercredi dans les mines de Concitel, préfecture de Gawal. Face à l'énormité des pertes en vies humaines, les autorités ont décidé de la fermeture et la sécurisation du site. Combien de temps tout cela va-t-il durer? Quelle capacité de l'application effective de la décision quand on sait que la population exploitante, commerciale et autres se chiffrerait aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers, entre autres questions que nous nous posons sur ce cas de Concitel. Transition en Guinée, parlons-en encore. Cette semaine qui finit, une mission mixte ONU-CEDEAO a séjourné à Conakry. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Saleh Anadif Jean-Claude Cassibrou, président de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et Madame Charlie Ayoko Bochoué, ministre des Affaires étrangères du Ghana et présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, ont passé une mission conjointe de 2 jours en Guinée. La délégation a été reçue en conclave par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Elle a également eu des entretiens avec le Premier ministre, M. Beavogui Mohamed, et le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, ainsi que le Conseil national de transition et les membres du corps diplomatique accrédité en République de Guinée, mais seulement pas la classe politique. Une mission qui a coïncidé à la poursuite à Conakry des opérations de récupération des domaines dits de l'État qui a engendré des manifestations des rues sur l'axe Amdalay-Kagbele, fief de l'UFDG. Faut-il lier ces manifestations à ces opérations de récupération des domaines? Surtout qu'on sait qu'ils sont touchés, c'est Loudalen Diallo et Sidi Touré. Pourquoi la mission n'a-t-elle pas rencontré la classe politique guinéenne? Cela n'était-elle pas prévu dans son agenda? Si oui, pourquoi alors le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution? Pour répondre à toutes ces questions, plusieurs confrères encore cet après-midi dans ce studio. Et sur ce plateau, il s'agit de Alpha Cabinet Sidimé. Il est administrateur général du site actuguinée.org. Monsieur Sidimé, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir aux fidèles auditeurs, auditrices et en même temps aux téléspectateurs du groupe Adafo Média. En le disant, il regarde l'écran de l'autre côté. Mamadi Terna Kamisoko, il est rédacteur en chef à la RTG Boulbinet, administrateur également du site infochrono.net. Monsieur Kamisoko, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. C'est aussi un plaisir de vous avoir parmi nous. Lansana Kamara, on quitte Sigiri, Kintinia, on vient à Daboula. Bonsoir à vous, Lansana Kamara. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas Daboula, le centre de la Guinée, possédant de la bauxite et du grand marché de... Non, c'est pour vous dire que c'est une grande préfecture. Honnêtement, c'est une grande préfecture quand même. Voilà. Une grande préfecture. Il faut mentionner l'arachide quand même. Il faut l'arachide aussi. Soyez fiers de l'arachide. Parce qu'on m'a appris qu'à Daboula, même dans la sauce feuille de patate, on met la pâte d'arachide dans la sauce. Oui, bien sûr. C'est comme pour dire que vous mangez tout avec la pâte d'arachide. Non, on ne mange pas tout avec. Et puis, il ne faut pas dire comme ça.
Voilà, il faut bien dire. Parce que Daouda, c'est un mauvais cuisinier. Donc, c'est aujourd'hui que vous apprenez que dans la sauce pâte d'arachide, on utilise... Non, je vais dire feuille de patate. Feuille de patate, vous ne savez pas qu'on utilise... non, feuille de manioc. Heureusement que mon voisin de Dingira est là. C'est extraordinaire. Je suis un très bon cuisinier. C'est extraordinaire. Je te l'apprends, je suis très bon, un très bon cuisinier. Nous savons maintenant... Nous pouvons savoir maintenant que le 8 mars, par exemple, toi, tu ne vas pas préparer à la place de madame parce que tu n'as pas préparé. Daouda n'a pas su. Madame est en train de regarder maintenant. Elle sait que je suis un très bon cuisinier. Daouda, si tu me permets, tu n'as pas su le dire. C'est à Dabola où on met la pâte d'arachide dans le pain. Voilà, merci de rappeler cela également. Et puisqu'il a voulu contre-attaquer, maintenant je dis la plus grosse richesse qu'on puisse offrir à Dinguiraye, c'est les mangues. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un internaute qui l'a dit. Thierry Amadou Kamara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Attention, Dinguiraye, c'est... Non, mais justement, écoutez, justement, quand vous le dites, c'est comme une ressource aussi. Les mangues. Vous avez dit, voulant dénigrer peut-être. Pas dénigrer. Non, je parle de nous. Je termine. Oui. Parce que il dit qu'à Dinguiraye, l'une des richesses, c'est parce qu'il y a cette richesse culturelle-là qui est le tam-tam. Mais il ne sait pas que c'est quelque chose qu'on peut valoriser exactement parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui viennent de l'Europe pour apprendre à taper le tam-tam si vous ne savez pas. Et ça fait partie. Non, mais écoutez, vous savez. Ça fait partie de la culture de la ville sainte de Dinguiraye. Non, au-delà de ça, nous avons vous préparez les tapeurs de tam-tam. Nous avons la mosquée El Hadj Omar Tall. Nous avons plein de sites touristiques à Dinguiraye qui n'attendent que d'être mis en valeur pour vraiment à part la mosquée, tu peux citer, à part cette grande mosquée. Il y a plein de sites touristiques liés à il faut les citer. Non seulement... Tu as l'opportunité de citer trois. D'accord. Rien que lié à El Hadj Omar Tall, à la ville d'El Hadj Omar Tall, Dinguiraye est une ville touristique par excellence avant d'être on te dit de citer trois. Religieuse. Où on vient apprendre le tam-tam. Oui, on apprend le tam-tam. Regardez la mosquée. Un extrait de l'or. Je n'ai pas entendu de société de Télimélé de l'or, mais il y a la société minière de Dinguiraye. D'accord. Diana Diallo, journaliste indépendante, bonsoir. Bonsoir. Et de Dinguiraye, on arrive à l'Abbé. D'accord. C'est toute la Guinée qui est représentée. L'Abbé, qu'est-ce que La belle ville hospitalière. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Des belles femmes. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur l'Abbé ce matin? Parce qu'en le disant, Alpha Ousmane Ba ne me permettra plus de séjourner à l'Abbé, à Concolais, à l'Aïdisso également. Non, Concola. Mais de toute façon, Concola. Alors, de toute façon, bonsoir, merci d'être là. Nous avons des femmes très fortes, nous avons des femmes braves, les plus braves d'ailleurs, je crois. Oui, vous le savez, les femmes de l'Abbé. Dominatrices. Les belles. Dominatrices. Très dominatrices, Voilà. même partout. Je profite Partout. de l'occasion pour souhaiter bonne fête aux femmes de Guinée déjà. Alors que ça vous arrive. Mais souhaite bonne fête aux femmes d'abord, non? C'est le mois de la femme guinéenne, des femmes du monde. On va vous souhaiter bonne fête durant tous ces mois. Merci beaucoup. Nous, Baldé, et bonsoir. Merci également à vous, parce que j'ai envie de dire qu'est-ce que j'ai relevé à Télimélé, mais je préfère m'en abstenir. Bonsoir. Télimélé, c'est quand même la préfecture Carrefour. Vous savez, Mamou, on dit ville Carrefour, mais Télimélé, c'est vraiment la préfecture Carrefour, et malheureusement qui n'a pas bénéficié du soutien et de l'accompagnement de l'État. Près de 75% des réalisations l'ont été faites par les ressortissants, que ce soit les écoles, les centres de santé, même les voiries. Et la plupart, ce sont les ressortissants qui se donnent la main et qui malheureusement n'ont pas assez de soutien, puisqu'on est sous-représenté au niveau de l'administration, notamment au niveau des postes de décision. Vous avez désormais une station-service digne de nom. Et malheureusement, on a aussi des richesses minières, et il se trouve que ceux qui décident sont loin de ceux qui sont victimes. On vient détruire l'environnement à Télimélé, et les agriculteurs, les éleveurs, malheureusement, perdent tout, et c'est souvent très mal négocié. Alors, on poursuit l'émission, et c'était juste l'entrée en matière de ce dimanche 22
C'est dimanche 6 mars 2022. Alors, on va commencer avec vous, Thierno Amadou Camara. Vous allez prendre le micro. Et on en parlait la semaine dernière dans ce studio. C'est triste. Et après le maire de Ratoma, c'est le maire successeur à Aminata Touré également qui est rappelé à Dieu. C'était cette semaine. Oui, effectivement, c'est une saison noire, si on peut le dire ainsi, au niveau des mairies. On souhaite que ça se limite au cas du maire Bozi de Kaloum. On en parlait la fois dernière, mais sous un autre angle. L'angle selon lequel il fallait voir désormais les personnes qu'on porte à la tête de nos exécutifs communaux, et même au-delà, au niveau des autres administrations, de manière à ce que les personnes qui sont là aient vraiment des aptitudes physiques et la santé nécessaire pour diriger les affaires publiques. Mais très souvent, on constate que ce sont des vieilles personnes, ce sont des personnes qui sont malades, et quand ils tombent malades, il n'y a pas un mécanisme assez dynamique qui se déclenche tout de suite de manière à ce que la continuité puisse être assurée tel que prévu dans les textes. Malheureusement, on a perdu le maire de Kaloum, le jour même de l'inhumation de celui de Ratoma. Oui. Et c'est quand même. Le Bozi n'aura passé que 9 jours. Hein? Oui, non, 3 semaines, je vais dire. 3 semaines à la tête de la mairie. Il est arrivé le 11 février. Vous rappeliez ici que même quand il prenait les rênes de la mairie de Kaloum, et le jour même de la prise de fonction, il n'a pas pu se tenir debout parce que depuis ce moment même, il était malade. Donc, ses collègues, ses collaborateurs ont fait des témoignages. J'ai suivi par exemple son assistant qui a dit qu'il était avec lui jusqu'à 11h le jour de son décès, et qu'on savait qu'il était malade, mais on pensait que ça commençait à aller parce qu'il se débattait quand même pour résister, et il affichait quand même une certaine santé relative et qui pouvait permettre de penser qu'il ne pouvait pas décéder en ce moment. Malheureusement, la maladie a eu raison de lui. Nous prions Dieu qu'il accueille son âme au paradis, et lui et le maire de Ratoma. Et tous les autres d'ailleurs. Le maire de Ratoma. Mais il y a aussi quand même à rappeler, à mettre ça en lien avec cette dynamique qui avait commencé à un moment quand on a levé le maire de choses qu'on appelle de Matam. Et vous savez, il y avait des rumeurs comme quoi on voulait mettre un peu partout des délégations spéciales. Et à Conakry d'ailleurs, maintenant on a 2 mairies qui n'ont pas de maire, Ratoma et Kaloum. On ne sait pas si les adjoints vont avoir le courage de venir prendre la relève, ce qui se doit, ou si on va déclencher à partir de là le processus de mise en place de ces délégations spéciales-là, en attendant les élections communales qui sont... Mais le code des collectivités est quand même très clair là-dessus, Mamadi Terna Kamisoko. Et cette succession du côté de Kaloum, on a vu les conseillers quand même qui n'étaient pas pour l'arrivée à la tête, à l'exécutif de Bozi Bangora, parce que son état de santé, son âge, rien de tout cela n'était en sa faveur pour tenir à bien l'exécutif de la commune de Kaloum. Oui, vous savez que dans les communes, ça a toujours été comme ça. La gestion a toujours été sujette à des problèmes, à des crises internes, parce que souvent, lorsque le maire titulaire décède ou a un problème de santé, la succession pose souvent des difficultés aux conseillers communaux. Je me rappelle qu'il y a quelques années, le même cas s'était produit encore à Ratoma, lorsque Sekou Batouta, paix à son âme, était tombé malade. Oui. Il avait été évacué sur le Maroc. Avant qu'il ne revienne, les conseillers ne s'entendaient pas. Finalement, un beau matin, il y a Sekou Ahmed Traoré qui avait été investi maire. Et Batouta était même obligé d'écourter son séjour médical pour venir reprendre son poste. Oui. C'est pour te dire combien de fois dans les mairies, c'est compliqué entre les conseillers qui ne s'entendent pas. Parce qu'il faut voir aussi, il y a un côté gestion des ressources financières de la mairie qu'il ne faut pas voir. Lorsqu'on voit dans les mairies, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui gèrent les ressources de la mairie. Les conseillers ne gagnent pratiquement rien. Donc, c'est une guerre permanente de succession au niveau des mairies. Par rapport à Kaloum, c'est vrai que Bozi était le premier vice-maire, mais sa condition de santé ne lui permettait pas d'être maire.
c'était à l'administration du territoire de trancher sur la question. Parce qu'on ne peut quand même être maire que lorsqu'on répond aux critères, lorsqu'on a les aptitudes physiques et mentales de le faire. Mais lorsqu'on est malade, on ne peut pas venir s'imposer sur les autres. Mais malheureusement, l'administration du territoire n'a pas tranché. On a voulu qu'il soit maire de Kaloum. Et personne ne l'a souhaité. Vous voyez aujourd'hui ce qui s'est passé. Malheureusement, il n'a pas pu se soigner. Il a pris fonction. Ça n'a pas duré 3 semaines après. Il décède comme la mère Aminata. Chose que personne ne peut souhaiter. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, dans les mairies, que le ministère de l'administration du territoire essaye de revoir. D'accord. Parce que honnêtement, il y a énormément de choses à dire sur les mairies. D'accord. Oui, et nous, Baldé, c'est quand même une question intéressante que soulève à la suite de Tcherno Amadou Kamara et Mamadi Terna Kamisoko. Il faut aujourd'hui se pencher. Il ne suffit pas seulement d'envoyer des candidats par les partis politiques, mais il y a lieu de se pencher sur... C'est vrai que la mort n'est pas liée à la maladie ou à l'aptitude physique, mais... il faut au moins s'intéresser à cette question de bilan de santé des gens. Oui, je pense qu'ils l'ont dit et c'est vrai. Vous savez, dans les structures sérieuses, il y a ce bilan qui est imposé. Je pense que Ternan a bien campé la situation. C'est l'administration du territoire qui a failli pour ce qui est de Kaloum. C'est-à-dire, on peut discuter de qui devrait faire quoi, mais... vu son état de santé, on ne devait pas le faire. Et nous l'avions dit ici la semaine passée. Je pense que voilà, il n'y a pas trop de débat à ce niveau. C'est au niveau de l'administration qu'il faut vraiment savoir gérer cette question. Ce n'est pas qu'à Conakry, les mêmes problèmes se posent. Il y a à l'intérieur du pays, Alpha Cabinet Sidimé, on a vu dans d'autres préfectures également, où les jeunes talonnent les vieux, en tout cas les apparents vieux. Oui, effectivement, mais il faut quand même se questionner un peu parce que sur le cas spécifique de Conakry, en l'espace de 2 mois, nous perdons 3 maires. Sans compter à l'intérieur du pays, il y a aussi ces vieux. Bon, c'est vrai, ce n'est pas dit parce qu'il est vieux qu'il doit mourir forcément. Ce n'est pas ça. Mais quand on n'est pas aussi sain que ça, quand on n'est pas aussi solide, ou lucide je pense bien que le ministère de l'administration territoriale doit prochainement veiller à ça. Prenez par exemple le maire de Siguiri, de chez mon frère Terna, qui est là à côté. Difficilement le monsieur marche. Il n'est pas le seul. Ouais. Il y a plusieurs maires qui sont dans ces conditions. Pendant qu'il y a des jeunes qui sont solides, très lucides, qui peuvent faire tout, mais ces vieux s'accrochent à ces fauteuils. Parce que c'est lié à des intérêts. Parce que c'est lié à des intérêts, parce qu'ils sont élus. Quand ils sont sur la tête, quand ils sont en tête de liste, là, d'office, c'est eux qui doivent être élus. Mais les citoyens votent pour des gens contre leur propre gré. Surtout qu'avec le RPG, d'ailleurs, les dernières élections communales, s'il n'y avait pas de candidat, c'était le coq. C'était le coq, voilà, justement. Et ça prouve à suffisance les gens ont voté pour le coq. Oui, justement, ça prouve à suffisance que quand ils viennent... Non, voici ce que cela prouve. Ça prouve à suffisance que quand ils viennent mettre leurs photos, ils ne peuvent pas avoir de voix. Donc, pour ça... Le président Alpha Condé, il a eu cette intelligence parce qu'il sait dans déjà que... Il faut dire le parti parce qu'il n'a pas de preuves que c'est Alpha qui l'a imposé. Le décideur. Il faut dire le parti. C'est beaucoup plus prudent. Je ne peux pas dire... On sait quand même que les listes ont été rédigées à Séroutouré. Je peux me défendre. Je ne peux pas forcément dire son opinion. Je ne dirais que la mienne. C'est Alpha Condé que j'ai accusé. D'accord. Donc c'est tout. Je connais beaucoup. Hein, non, pas parce que je connais beaucoup. Oui. Voilà, d'accord. Donc il faut surtout quand il s'agit du RPG. Voilà. C'est vrai. Hein? C'est lui qui a choisi. Et puisque c'est lui qui a choisi, tous ceux qui sont en tête de liste ont été élus comme maires dans les différentes localités. Ouais. Ceux qui ont voté, ils n'ont pas voté pour ces gens-là. D'accord. Je sais bien, et pour preuve, dès après leur élection, c'était des échauffourées par-ci et là. D'accord. Oui, Diana Diallo, sur cette même question, on sait quand même qu'il a dit, hein, il y a des jeunes dynamiques, il y a des jeunes qui ont des aptitudes physiques, intellectuelles, qui ont la lucidité, mais on préfère être là pour des intérêts liés à la commune. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui à ce que les vieux soient effectivement dans le bureau,
qu'on aménage un couloir de prise en charge de ces vieux que de les mettre à la tête de... Bon, on a l'impression que les jeunes sont plus dynamiques, mais quand il s'agit aujourd'hui de faire certaines comparaisons, les jeunes et les vieux, ils sont à peu près les mêmes quand il s'agit de la gestion aujourd'hui. Mais je pense que quand vous parlez de lucidité aussi, on peut pas, il n'y a pas une unité de mesure de lucidité. Mais je pense que la jeunesse, la fougue, peut-être ça peut plus apporter dans les communes. Donc aussi quand il s'agit des intérêts qu'ils ont là au niveau des mairies, peut-être pour être au maire de la commune par exemple, je rappelle qu'au niveau des mairies, ils n'ont pas de salaire. Les jeunes qui sont là, ils n'ont pas de salaire. Oui, donc, mais ce qui fait que, hein? oui, ce qui fait que c'est quand il y a des commissions, les commissions sont financées ou alors ils arrivent à décrocher des projets et puis les projets sont financés par des institutions ou alors par un ministère quelconque. C'est là qu'ils arrivent à gagner un peu d'argent. Malheureusement, après, puisqu'ils ne sont pas payés, c'est possible que l'argent puisse, que l'argent puisse être détourné à d'autres fins, par exemple. Donc, c'est aussi, il est aussi lieu de rappeler cet état de fait-là, à ce qu'on pense à rémunérer peut-être les parce qu'il y a des conseillers qui ne font rien d'autre à part aller à la commune et tourner en rond, aller dans les bureaux parce que souvent ils attendent que des commissions, les projets, ou animer la page non, ils ne font rien, c'est parce que tout simplement, même les maires, prenons le cadre par exemple des maires de l'intérieur du pays, ils ne sont présents que quand il s'agit des conseils extraordinaires. Donc vous voyez, quand la mairie est carrément vide, qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là viennent? D'accord. Ils viendront pour faire quoi? Oui, Lansana Camara, est-ce que c'est le cas d'Abola? Le maire est-il aussi vieux, fatigué? Il ne le connaît pas. Comme à Sigirin chez Terna? Il ne le connaît pas. Voilà, moi je ne voudrais pas mettre l'accent que sur un cas particulier, mais je voudrais parler de façon générale, comme l'ont dit mes collègues déjà. Je pense qu'aujourd'hui, le problème des mairies, c'est d'abord le problème du code. Vous savez qu'à un moment donné, notre code était très bien élaboré. Malheureusement, ce code n'a pratiquement pas été appliqué ici, dans toutes ces dispositions. Et ce qui fait que dans les mairies, il y a eu des dysfonctionnements, notamment même le cas des candidatures. Et ce que vous dites tantôt, c'est tout à fait vrai, que lorsque les élections s'annoncent, souvent, c'est des personnes qui ne sont vraiment pas aptes physiquement et même mentalement, n'est-ce pas, qu'on présente comme candidat pour ne pas aller jusqu'à ce que le RPZ a fait, n'est-ce pas, n'est pas présenter un visage, mais plutôt présenter le parti et après faire le choix. Oui. Je pense que ça a été un dérapage, ça a été vraiment un manquement très, très notifié au sein de ces mairies-là. Moi, je pense que puisque nous sommes dans une période de transition et puisque nous sommes dans une période exceptionnelle, il est important aujourd'hui que ce code passe devant le CNT et que les gens puissent revoir pour que désormais, à la tête des mairies, les candidatures d'abord soient indépendantes, parce que vous savez, le cas de Farana, par exemple, qui a fait à l'époque, malgré tout ce qui s'est passé, c'est des candidatures indépendantes qui avaient remporté. Ça, c'est un deuxièmement, c'est une équipe de jeunes. Et je pense que ça a prouvé. Et je prends aussi l'exemple de Kindia, par exemple, lorsque Abdoulaye Ba était à la tête de ces mairies, vous avez vu. Mais après, vous savez ce qui s'est passé, on l'a bousculé. Et celui qui est venu, c'est une personne de troisième âge. Et on a vu, ce monsieur n'était pas, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas en possession de toutes ses capacités physiques et mentales pour gérer, parce qu'il est à la retraite il y a très, très, très longtemps. Oui. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons parler de développement, et partout dans le monde d'ailleurs, le développement, c'est à la base. C'est d'abord aux mairies de planifier, c'est au mairies de recevoir des ressources, même de l'État et des partenaires aussi, comme elle l'a dit tantôt, mais aussi de planifier tous les développements à la base, tous les plans de développement à la base. Aujourd'hui, ce qui fait que l'assainissement, la santé, l'éducation, tout, lorsqu'une école manque, on dit non, l'État n'a pas financé. Or, en principe, c'est le plan de développement de la mairie qui devrait être financé par l'État et pour les partenaires. Et ça fera en sorte que les mairies, même au bout d'un an, par exemple, on peut dire, bon, quelle est la mairie la plus propre, quelle est la mairie la plus développée, chez nous, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre les mairies. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Et pour finir, comme l'ont dit mes collègues, justement, c'est la course vers l'argent. Et souvent, quand il y a des fonds, notamment des mairies qui sont dans des zones minières, lorsque les sociétés minières font des chèques pour ces mairies-là, généralement, dans l'année, vous vous demandez qu'est-ce qu'on a réalisé. Si on fait une salle de classe où on va dire à la radio
scénario peut-être 350 millions pour construire des salles de classe, ce qui est bizarre. Et le marché est accordé à qui on ne sait pas. Autour de ces fonds qui sont alloués à des communes, on a vu le cas particulier de Dabola récemment où on a montré des bas-fonds, où on n'a jamais fait quelque chose et on accuse les uns et les autres d'avoir pris l'argent là ou d'aller à la banque du côté de Farana et ainsi de suite. Il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes. On parlait de jumelage. Au lieu de parler de Dabola, je cite l'exemple de mon village, Kintinia. Kintinia, c'est une zone minière. Une zone minière par excellence, où entre 2020 et 2022, il y a eu 46 milliards qui sont rentrés à la mairie. Wow. Le fonds Faudel. Mais va voir sur le terrain ce qu'on a fait de cet argent. Wow. Il y a un de nos, s'il vous plaît, il y a un téléspectateur qui nous suit à partir de ici à Conakry, Amdalaï, Maki Dieng, qui dit qu'il faut aussi qu'on soulève la problématique de l'engagement politique. Il dit qu'il est d'accord par rapport à la promotion des jeunes, mais qu'en politique, il faut encourager l'engagement des jeunes. Parce que les politiciens tiennent compte de l'engagement de chacun et de sa disponibilité. Si donc les jeunes ne se rendent pas disponibles et ils ne s'engagent pas en politique, je suis d'accord parce qu'il y a juste un témoignage. Quand vous partez dans les communes rurales, dans les communes rurales, il y a que ces personnes de troisième âge sont même capables d'égorger leur vase unique pour organiser des cérémonies de réception ou de tête du président. Et comme il l'a dit, ça montre que l'engagement est là. Moi, je voudrais juste faire cette remarque-là. C'est vrai ce que le téléspectateur a dit. Mais sauf que ceux qui sont généralement désignés ne sont que des proches et des amis de ces leaders politiques qui sont aussi vieux. Bon, pas tout à fait des proches, des amis, mais il y a l'engagement. Là, il y a débat, mon cher. Parce que quand tu viens dans les partis politiques, tu te rends compte quand même que toutes les préfectures sont quasiment représentées, en tout cas pour ce qui est des grands partis. Toutes les préfectures sont représentées. L'Assemblée nationale qui vient de s'éteindre là. Il y avait que les vieux dedans. On va poursuivre l'émission et avec cette fois, je le disais, enfin la société malaisienne Iris est autorisée à reprendre la production des passeports en Guinée face au ministre de la Sécurité. Iris remporte-t-il la bataille pour la production des passeports biométriques en Guinée? En arbitre, le président Mamadi Doumbouya a tranché en faveur de l'entreprise avec son sous-traitant guinéen Louba, dont le contrat court jusqu'en 2028. Aurait-on sévré les demandeurs de passeports pour rien? On se pose la question. Le ministre Bachir Diallo s'est-il mal pris avec la procédure ou avait-il en vue de s'offrir un autre opérateur à lui, comme cela est monnaie courante en Guinée? Chaque cadre se fait son opérateur et avec les ristournes qui peuvent arriver. Est-ce que c'était cela? C'est ça la question qu'on se pose. On n'accuse personne. On poursuit l'émission juste après ça. Au fil de la semaine. Merci de rester fidèle à cette émission au fil de la semaine, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité qui a marqué la semaine qui s'achève. Thierry Amadou Camara, avec cet honneur également, on commence avec vous et on a comme l'impression que le ministre s'est heurté au mur et suspendant les opérations de production de passeports avec Iris, en vue d'aller vers un autre opérateur, on n'en sait pas trop. Mais enfin, à l'issue du Conseil des ministres, Iris est autorisé à continuer à partir de la mi-mars pour la production des passeports et c'est là jusqu'à échéance de son contrat en 2028.
Non, on n'a pas lu le compte-rendu du Conseil des ministres alors de la même manière, parce que ce que je crois savoir, c'est que le ministre a fait le compte-rendu d'une visite, d'un voyage qu'il a fait pour aller rencontrer les responsables de Iris. Et après ce compte-rendu qui a été fait, le Conseil des ministres a encouragé le ministre à faire en sorte que la reprise soit effective au cours de ce mois de mars. Bon, est-ce qu'il faut dire que la suspension n'a rien apporté, comme on peut le comprendre dans ce que vous dites? Moi, je ne suis pas d'accord. Et je relève qu'autour de cette histoire de passeport, depuis que la décision a été prise par le ministre de la Sécurité, il y a une sorte d'emballement médiatique contre, bon, je ne dirais pas contre, peut-être le mot est trop fort, mais orienté contre le ministre, comment il s'appelle, le ministre Bachir Diallo, mais je ne crois pas que tout cela soit sincère, cet emballement médiatique-là, parce qu'en réalité, il y avait quand même des faits tangibles qu'il dénonçait dans la façon de faire de Louba, qui est le partenaire local vous aurez votre temps tout à l'heure. Iris. Dans ces manquements qui ont été relevés, est-ce que le ministre était en mesure de questionner le contrat qui a été fait avant qu'il ne vienne? Et est-ce que c'était de son prérogative? Je dis oui. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Je dis oui. Et à quoi les conclusions ont abouti? Apparemment, c'est que l'IRIS prend des engagements de corriger les imperfections qui ont été relevées, et le contrat va continuer comme il avait été établi. Et l'un des engagements que je relève, le ministre n'a pas dévoilé ça, mais on le voit dans le compte-rendu du Conseil des ministres, oui. C'est qu'on reprend la fourniture. Je pense qu'il y a une quantité qui a été disponible, qui doit être disponibilisée. Donc, il y a comme un réaménagement un peu, sinon un rappel des clauses du contrat, et que toutes les parties ont décidé donc de respecter. Je pense que c'était nécessaire à ce niveau, parce qu'il faut le dire, c'est très important. Aujourd'hui, on a un sous-traitant qui dit être partenaire, mais qui n'est en réalité qu'un sous-traitant de Iris, qui est au niveau local, qui est Louba, qui sont nos compatriotes. On n'a rien contre nos compatriotes, mais il faut dire que quand nos sociétés locales bénéficient aussi de ces sous-traitances-là, qui sont une bonne chose, parce que non seulement ça assure sur une certaine période un transfert de compétences, parce qu'à un moment donné, on devient nous aussi capables de faire les mêmes choses que des grandes sociétés à l'international font, et on développe des compétences humaines au niveau local, et c'est donc bon de faire en sorte que les grandes sociétés qui viennent chez nous prennent des sociétés locales et sous-traitent avec elles et les amènent à la performance. C'est assez important, mais il faut dire à ces sociétés qui bénéficient de ça aussi qu'il faut du sérieux dans ce qu'elles font. On ne gagne rien en allant s'abriter derrière des micros ou des plumes de journalistes pour dénoncer le ministre, alors que Louda, ils sont guinéens. Oui, c'est ce que je dis, ils sont guinéens. C'est le partenaire local de Iris, et c'est ce partenaire qui est chargé de mettre en place un certain nombre des actions qui comportent des failles selon les explications données par le ministre, même dans les grandes gueules quand vous l'avez invité à l'émission ici. Donc il faut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui ils vont continuer avec Iris, mais il ne faut pas que Louba ou n'importe quelle autre société qui sous-traite avec Iris au niveau local pense que c'est une bataille gagnée. Il faut revoir vos façons de faire, il faut revoir votre prestation, parce que c'est aux Guinéens que vous rendez service, ce n'est pas au ministre Bachir Diallo. Maintenant, après, est-ce que désormais, parce que la question a été posée, à un moment donné, on a même laissé croire que le ministre veut remettre en cause le contrat pour que lui-même il signe notre contrat et tout ça. Ouais. Moi, je ne peux pas écarter cette possibilité, mais je tiens à ce que, c'est-à-dire que je m'en tiens à ce que l'objectif devait être d'améliorer la fourniture de passeports, et aujourd'hui il faut le faire. Je pense que le ministre doit continuer à veiller là-dessus, et le jour où Louba ou Iris ne parviendra pas donc à assurer les clauses du contrat, en tout cas ses engagements contractuels vis-à-vis de l'État a en tout cas toutes les possibilités qui lui sont offertes d'explorer une autre voie pour servir mieux les Guinéens. Oui, Mamadi Terna Kamisoko, c'est vrai que on peut bien aujourd'hui être à même de se poser la question: à quoi a servi
cette période de suspension de la production des passeports pour les Guinéens. Parce que c'est vrai qu'on reprend la production avec la même société, mais on devait derrière nous dire qu'est-ce qu'on a obtenu dans la période de trêve. Honnêtement, le ministre Bachir a fauté. Ah bon? C'est ça la vérité. Je ne peux pas comprendre que lorsqu'un ministre vient dans un département, constate des manquements auprès d'un partenaire de son ministère, de surcroît, un partenaire stratégique, parce que quiconque parle de délivrance de passeport parle d'un dossier extrêmement sensible. Vous ne pouvez pas, de façon unilatérale, venir rompre un contrat dûment signé entre l'État et un partenaire, et puis il n'y a pas de communication avec le partenaire local, encore moins de communication avec le partenaire international. Il a dit qu'il a adressé un courrier, je crois, à la direction générale de Iris, afin d'avoir un entretien. Le courrier a été adressé après la suspension de la délivrance des passeports dans le pays. C'est pas comme ça que ça marche. Normalement, le ministre, avant même de rentrer en contact avec la nouvelle société française ou l'Ivoirien qui était venu, il fallait d'abord faire ce déplacement sur la Malaisie, rencontrer les gens de Iris, savoir d'abord qu'est-ce qui se passe réellement. Maintenant, s'il avait toutes ces informations-là, il s'est rendu compte de la nature du contrat que ceux-ci ont avec la Guinée. S'il y a des améliorations à faire, on peut les faire. Mais si on voit que l'entreprise en question n'est pas capable de satisfaire à la demande ou aux exigences de la Guinée, là, on peut interrompre le contrat. Mais vous ne pouvez pas de façon unilatérale, sans faire le déplacement, sans écouter les parties, suspendre la délivrance des passeports. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a suspendu la délivrance des passeports. Des Guinéens sont peinés d'avoir des passeports. Beaucoup, aujourd'hui, de Guinéens devaient voyager. Ils n'ont pas eu la possibilité de voyager. Oui, parce que simplement... Un internaute qui nous dit, Maki Diallo, qui nous dit qu'en Afrique du Sud, par exemple, et en Mozambique, il y a plus de 300 Guinéens qui ont payé chacun $300. C'est là avant la suspension de l'opération de distribution des passeports. Quelque chose qui va jusqu'à $82 000 aujourd'hui. Et ce qui fait mal, la suspension est intervenue au moment où il y avait énormément de demandes de passeports au ministère de la Sécurité. On n'a pas tenu compte de tous ces aspects. On a laissé le ministre seul prendre la décision de façon unilatérale, prendre cette décision de suspension. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est tout un gouvernement qui se ridiculise auprès d'une société. C'est ça la vérité. Tout un État. Parce que je ne peux pas comprendre. Si tous les ministres, lorsqu'ils viennent dans un département, ils remettent en cause toutes les actions qu'ils ont trouvées sur place posées par leurs prédécesseurs, ce pays ne va jamais s'en sortir. Il faut qu'on sorte de cet aspect. Parce qu'on a cette habitude en Guinée de faire table rase du passé. Lorsqu'un ministre vient, il vient trouver un projet sur place, il dit non, moi j'ai pas ma part dans ça, ou bien ce projet a été ficelé par... Je vois que des cadres ont reçu de l'argent par-ci par-là, même si c'est pas vérifié, il faut qu'on sorte de ça. L'État est une continuité. Vous venez dans un service, vous trouvez qu'il y a une action en cours. Si vous pensez que après analyse que c'est une action profitable au peuple, mais laissez ce service se rendre au peuple. On a l'impression que quand Doumbouya a fait le coup d'État de l'autre côté, Bachir Diallo est venu faire son coup d'État au ministère de la Sécurité. Absolument. C'est effectivement ça. Oui, nous, Valdé. Honnêtement, moi, je souscris à ce que Kamisoko vient de dire. Oui. Je trouve que Bachir a fauté. Et ce n'est pas du tout bien ce qu'il a fait. On dit qu'il aurait dû commencer par son déplacement. Moi, je dis qu'il n'avait même pas besoin de se déplacer. Le contrat devait être sous ses yeux. Parce que quand vous héritez la direction d'un département, vous avez tous les documents. Il était mentionné forcément que le contrat devait courir jusqu'en 2028 et qu'il y avait des exigences de part et d'autre. Donc, de notre côté aussi, il y avait des exigences auxquelles on s'était engagé. Et donc, le ministre n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. C'est dans ses prérogatives, mais il devait penser aux Guinéens. Vous avez cité des Guinéens qui sont en Afrique. Sud, effectivement. Mais il y en a d'autres aux États-Unis. Oui. En Europe, moi, j'ai des parents qui ont effectivement
payés en France. Ils sont là-bas et ils attendent. Malheureusement, il n'y a même pas une bonne circulation de l'information. Les gens ne savent pas concrètement ce qui se passe. Donc, honnêtement, le gouvernement s'est ridiculisé à ce niveau. C'est vrai que c'est Bachir Diallo qui a agi, mais c'est toute l'équipe qui est concernée. On sait qu'il ne peut pas à lui seul prendre la décision. Normalement, il a dû se référer à son Premier ministre avant de prendre une décision aussi grave qui a affecté nos compatriotes. D'accord, oui, Diana Diallo, sur cette question, aujourd'hui, il faut bien tenir compte de toute la souffrance quand même de nos compatriotes à travers le monde. Il y en a qui sont venus, qui ont été obligés de renoncer à des ateliers, qui ont été obligés de renoncer à des missions, pour des cas de maladie. Pour des cas de maladie. Et aujourd'hui, contre toute attente, on dit bon, ça continue. La diaspora souffre beaucoup, hein, je vous le dis. Oui. Par exemple, pour l'Asie, du côté de la Chine, les jeunes, les compatriotes avaient attendu plus de 4 mois avant de recevoir leur premier lot de passeport. Et le second lot n'est pas venu entièrement. C'est là qu'ils ont dit que voilà, c'est plus possible d'appliquer pour les passeports. Et là-bas, c'est des pays vraiment plus ou moins compliqués. Ce ne sont pas des pays comme en Europe où il y a plus de liberté, il y a plus de communication. Donc, ça bloque à la banque, ça bloque dans les écoles, ça bloque pour les visas. C'est pas comme en Europe, en fait. Donc, moi, beaucoup de personnes ont voyagé avec des laissez-passer. Moi, en décembre, j'ai appliqué pour un passeport guinéen. Malheureusement, une semaine après, on me dit qu'il n'y a plus de passeport. Et puis, on reste comme ça jusque-là. Moi, voilà, on n'a pas de passeport. Comment tu es rentré? Avec un laissez-passer. Je suis rentrée avec un laissez-passer en décembre. J'applique pour le passeport. Il n'y a pas de passeport, malheureusement. On continue d'attendre. Donc, on aurait voulu quand même que... Puisqu'il a été très dur, hein, Kostik, dans l'émission ici de GG, quand on l'a invité. Très dur. Il a été très dur et d'un coup, 2 semaines après, il nous dit, voilà, ça reprend ça reprend avec la même société. Donc, moi, je me disais qu'ils allaient changer. Je n'ai pas du tout compris pour ne pas vous reprendre ce que vous avez dit. On n'a pas compris. Au moins qu'ils nous disent, alors, sur quel point ont été négociés, qu'est-ce qui a été dit finalement, pourquoi on a attendu pour rien, parce que ça, c'est vraiment pour rien. Qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé au moins. D'accord, oui, Alpha Kabila Sidimé, c'est vrai qu'on veuille aujourd'hui dire que le ministre a fauté, mais il y a quand même des engagements dans le contrat avec la société Iris et la société sous-traitante Luba. C'est bien autour des infrastructures, la déconcentration des opérations dans les commissariats centraux. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a matière à ces niveaux, à votre avis? Effectivement, le ministre Bachir Diallo, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il a effectivement fauté. Parce que pour lui, oui, pour moi et pour les autres, parce que lui, dans sa tête déjà, tous les dossiers qu'il a trouvés sur place sont des faux dossiers. Dans sa tête, tout ce qu'il a trouvé au ministère, tous les projets trouvés au ministère de la Sécurité, il faut tout de suite les dégommer. Nous l'avons écouté. Vous savez, c'est en 2013, si j'ai bonne mémoire, qu'il y a eu signature de cette convention entre Iris et le gouvernement guinéen, représenté par le ministre Madifine Diané d'alors. Donc c'est lui, c'est M. Madifine Diané qui était le ministre de la Sécurité. Donc il y a eu cette convention signée. Et Iris, qui est représenté aussi par Luba Service. Luba est aussi ailleurs, au Sénégal notamment, et dans d'autres pays. C'est bien beau, ce sont nos compatriotes, nous ne pouvons que les soutenir si toutefois ils travaillent bien. C'est aussi ça, parce que ça c'est une expertise. On connaît avec nos compatriotes. Oui, c'est une expertise nationale qui s'exporte désormais. Ça, on ne peut que s'en féliciter. Mais toutefois, cette fois-ci, Iris n'a pas fauté. Parce que quand il y a eu crise de ce produit qui devrait donner la couleur verte, je pense bien, Iris a signalé ça au ministère de la Sécurité. Vert sombre, qui est désormais en usage en Guinée. Voilà, Iris mais dit, le vert clair également qui a été proposé. Justement, Iris dit que ce produit manque. Et ce n'est pas seulement au cas particulier de la Guinée, mais c'est dans d'autres pays également. Donc, à cet effet, nous vous proposons ces différentes couleurs.
Le ministre n'a même pas voulu écouter. Non, mais il ne devait pas à ce niveau quand même. Hein, il ne devait pas parce que dans un pays, on ne peut pas avoir deux couleurs de passeport. Non, écoutez, mais c'est des couleurs qui ont été... Daouda, c'est des couleurs qui ont été utilisées. C'est des couleurs qui ont été utilisées en Guinée d'après. Mais qui ne sont plus d'actualité. Oui, mais puisque ce ne sont plus d'actualité, et que Iris Abdi, ce n'est pas de sa faute. Le produit manque. Sur le plan international, le produit manque. Et puisque le produit manque, Iris ne peut pas respecter cette partie. Au-delà, s'il vous plaît, Sidimé. Au-delà, Daouda, il faut voir entre l'uniformité du passeport et les souffrances que nous endurons. Il y a un choix à faire. Est-ce qu'à deux couleurs de passeport de la Guinée, vous pensez que ça crédibilise le produit à l'extérieur? Non, on n'a pas dit que ça décrédibilise. C'est notre choix premier, mais vu les souffrances des autres, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas pu aller se faire soigner. Ils n'ont pas pu faire ce déplacement parce qu'ils étaient malades. C'est arrivé pour des étudiants qui ont raté leur rendez-vous parce qu'ils n'ont pas de passeport. D'accord, oui. Donc, l'administration étant une continuité, vous avez signé des contrats avec une société. Cette société vous dit, voici ce qui manque. Preuve à l'appui, pièce à conviction. Et ce n'est pas seulement dans notre projet, ni dans notre société, mais c'est sur le plan international. Je pense que le ministre devrait être attentif, suivre, vérifier par ses services, effectivement trouver si ce que Iris a dit est fondé. D'accord, qu'on essaye de s'asseoir autour d'une table et en discuter mieux. Parce que regardez ce que nous vient de dire. Ce n'est pas seulement ça. Combien de Guinéens ont perdu leur vie par rapport à cette histoire de passeport? Combien de Guinéens ont perdu des millions de dollars, des millions d'euros par rapport à cette histoire de passeport? Nous avons des Guinéens qui sont en Ukraine aujourd'hui, qui ont des difficultés. Nous avons des Guinéens en Espagne et d'ailleurs. Donc vous voyez, même à partir d'ici d'abord. Non, attention, je n'ai pas terminé. Oui, rapidement. Permettez que... Donc il va falloir que nos différents, les ministres qui occupent désormais ces différents fauteuils, qu'ils n'essayent pas de stigmatiser tous les projets trouvés. D'accord. Parce que les Guinéens, la vie des Guinéens en dépend. D'accord. Oui, Lansana Camara, même si Sidimé n'a pas répondu à ma question, il y a aussi des obligations. Tu ne m'as pas donné le temps. Non, je t'ai donné le temps. Non, allez-y. Il y a aussi des obligations qui engagent la société Iris et son sous-traitant Luba, notamment autour des infrastructures. On a parlé de concentration dans les commissariats centraux, mais à date, c'est seulement à Koléa et à Nongo où on a ces activités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Certes qu'il y a eu des manquements dans le contrat, dans le respect du contrat entre Iris et l'État guinéen et peut-être même avec l'implication de Luba. Mais le problème, c'est qu'il a manqué au ministre, et c'est ce qui a poussé mes collègues de dire qu'il a fauté, c'est d'abord le volet communication. Je pense que pour un dossier aussi sensible que la confection du passeport dans le pays, lorsque vous venez, vous avez tout à fait le droit, en tant que nouveau ministre, en tant que nouveau chef de département, de revoir tous les contrats signés par vos prédécesseurs. Ça, c'est tout à fait normal. Mais lorsque vous décelez maintenant des manquements, pour prendre des dispositions et corriger, vous devez d'abord communiquer pour dire à l'opinion nationale, voici ce que j'ai trouvé dans ce contrat et nous estimons que ça, ce n'est pas bon parce que ça peut avoir des préjudices à tel niveau. Aujourd'hui, moi, la question fondamentale que je me pose, je peux la reformuler, Diana l'a dit tantôt, c'est que reproche-t-on ou qu'est-ce qu'on a reproché à cette société-là? Moi, je ne connais pas. Parce que d'abord, est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez dit, l'infrastructure pour décentraliser la livraison des passeports? Est-ce que c'est la qualité même des passeports? Parce que la couleur du passeport, à mon avis, ce n'est pas un volet... Il y a une source policière qui m'écrit pour dire que la couleur ne compte pas. Mais justement. Le critère, c'est... Voilà ce que je voudrais dire. En fait, je voudrais dire par rapport au passeport, la couleur, c'est un faux problème. Parce que le passeport... Attendez. Permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. Attendez. Permettez-moi, s'il vous plaît, de continuer. Laissez-moi, c'est mon temps de travail. C'est là, ça n'a qu'à la parole. Voilà, Derna.
Voilà. des passeports à cause de la couleur. Non, c'est un faux problème. Attendez. C'est la Non, couleur. oui, d'accord avec moi. effectivement, dans ce studio, vous permettez, voilà. dans ce studio, le ministre a pris le soin de venir avec les deux couleurs. Voilà. Il a En brandisant. il a brandi les deux couleurs. Voilà. Et que pour rien au monde, Voilà. on devait revenir à l'ancienne couleur. Justement. qui est la couleur. Maintenant, revenez à moi, rapidement. C'est la Alors, couleur qui fait ça débat. permettez, Kerno. Je ferme mon micro. C'est la couleur. Voilà. Donc, je voudrais dire excusez-moi. que, en fait, il est tout à fait bon pour une question d'harmonie d'avoir une couleur unique. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais le passeport est biométrique. Ce qui est important dans les aéroports, c'est quand on tape vos codes, n'est-ce pas, que les données vous concernant apparaissent. Ce n'est pas souvent la couleur qu'on tienne compte. Moi, je voulais dire ça avant que ce monsieur intervienne. On va en pause, on revient et on donc poursuit, permettez s'il vous rapidement. Alors, moi, je voudrais dire que les reproches du ministre, est-ce que c'était le prix? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la décentralisation? Ou la est-ce que c'est sécurité? l'amélioration? Oui. Parce que ce qui reste clair, c'est que malgré tout ce qu'on dit, jusqu'à preuve de contraire encore, l'agissement du ministre n'a rien apporté à ce niveau-là. Et moi, je voudrais dire que ce ministre a besoin d'être encadré. Ce n'est pas que les questions de passeport, mais je ne sais pas s'il a l'esprit suffisant, parce qu'il a été le premier à dire ici, lorsqu'il a été nommé, lors de la rencontre avec les cadres, ce jour-là, il n'y avait même pas de tente pour s'asseoir. Il était arrêté devant les micros de la RTZ, vous étiez là-bas, et peut-être qu'on a écouté. Il dit, je sais que les gens ne sont pas contents de ma nomination, mais je m'en fous. D'accord. Alors, moi, je pense que le ministre doit être encadré, et ce ministre a besoin d'être encadré, sinon il va aller dérapage, et il va ridiculiser la transition et le gouvernement. Merci. Alors, on va aller pour cette première pause. On revient juste derrière. On poursuit avec le même sujet et d'autres qui suivront. Ne quittez surtout pas.